Des sueurs froides pour les organisateurs du mondial, puisqu'il y a de nombreuses grèves au Brésil. On va en parler dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité en direct. Regardez ces images en direct de São Paulo, de Sao Paulo au Brésil. Voilà, c'est l'avion des Bleus. Ils sont bien arrivés à Sao Paulo. Ils vont ensuite se rendre dans leur camp de base de Ribeirão Preto. Les Bleus qui s'apprêtent à descendre de l'appareil. Image en direct, voilà, nous sommes à São Paulo. On ouvre la porte de l'avion qui avait décollé ce matin de l'aéroport de Lille-Lesquin au lendemain de la victoire 8-0 des Bleus face à la Jamaïque. Voilà l'équipe technique qui descend. Les Bleus voilà, qui vont descendre. Ils étaient tout seuls dans cet appareil affrété par Air France, par l'équipe de France. Il était tout seul dans cet avion d'Air France. Voilà l'équipe, les Bleus qui descendent de l'avion. Le Boeing a donc atterri. Image en direct que l'on vit ensemble sur iTélé, cet aéroport de São Paulo. Ensuite, ils vont décoller ils changent d'avion, ils vont décoller pour leur camp de base Ribeirão Preto, où ils vont se préparer avant leur premier match. Leur premier match, ce sera dimanche prochain face au Honduras. Ils vont jouer à Porto Alegre. Voilà. 22h36 en France. Il commence à faire nuit sur cet aéroport de Sao Paulo. Images en direct que nous vous proposons de vivre sur iTélé. Voilà, il fait nuit. Il fait nuit, image en direct. Toute l'équipe de France qui est en train de descendre de cet avion. Voilà, l'aéroport n'est pas en grève, contrairement au métro de São Paulo. Voilà, on devine Karim Benzema. Voilà, on est dans la pénombre. Karim Benzema, on l'a reconnu. Ils vont prendre donc leur autre avion pour se rendre pour se rendre à Ribeirão Preto. Donc ils ont fait l'essentiel du voyage. Voilà, toute l'équipe. Ils avaient fait ce matin un joli selfie. Ils doivent arriver à 1h du matin à Ribeirão Preto. On a entendu Didier Deschamps qui expliquait que le voyage n'allait pas être si long que ça parce qu'ils voyageaient dans de bonnes conditions, qu'ils allaient pouvoir regarder des films, jouer. Voilà, regardez. Tout le monde descend. On ne les reconnaît pas vraiment. On devine Mathieu Valbuena, mais on ne les voit pas très bien puisque nous sommes dans l'obscurité. Voilà. Tous les joueurs, on devine Hugo Lloris. Hugo Lloris, c'est des jeux d'ombre. Hugo Lloris, le capitaine, le gardien de but. Hugo Lloris, François Pinet qui vient là pour me rejoindre et commenter. C'est arrivé en direct à São Paulo, François Pinet. Et oui, on voit les joueurs donc, qui ont leur costume. Ils n'ont pas le costume comme ont pu l'avoir les Algériens, par exemple, ou les Italiens. Vous voyez qu'ils ont là, ils sont en tenue de voyage décontracté. C'était un vol affrété spécialement pour eux. Ils étaient en première classe. C'est vrai que les conditions étaient idéales pour eux parce qu'il n'y avait que dans l'avion. En premier ou en business? Première classe. En business, oui. En business, d'accord. Il y a une différence. C'est important. L'inclinaison du lit, oui. Peut-être. En tout cas, il n'y avait que... De façon très confortable, rassurez-nous. Oui, c'était confortable. On n'était pas vraiment inquiets. C'était confortable. Il y avait 40 personnes dans cet avion, puisqu'il y avait 23 joueurs, évidemment. Le staff de l'équipe de France, le cuisinier. On avait vu ces images aussi, des grosses caisses, des malles qu'ils ont fait venir dans cet avion parce qu'ils viennent avec leur propre nourriture. Le cuisinier vient avec la nourriture pour les Bleus pendant toute la durée de la compétition, on l'espère le plus longtemps possible. Donc là, on voit effectivement Didier Deschamps, le dernier à descendre de l'avion, le sélectionneur. C'est l'équipe de France et ils montent dans le car comme comme des touristes classiques. Il y a déjà quelques joueurs qui prennent des photos. Vous le voyez, ils sont arrivés à Sao Paulo. Voilà, ils ont mis le pied au Brésil. Ils y sont dans cette compétition. Voilà, les selfies. Alors ça, il va falloir s'y habituer parce que Didier Deschamps a autorisé à tous les joueurs de pouvoir tweeter pendant la compétition, ce qui n'est pas le cas de toutes les sélections. Et visiblement, ils prennent goût. Vous voyez ici Schneiderlin, Cabella, Varane, pour qui ce sera la première compétition, la première Coupe du Monde.
Ils se prennent en photo, donc on retrouvera François ça sur Pinet, Twitter, ils évidemment. se regroupent un peu par affinité, comme dans les voyages de classe, entre guillemets. Là, c'est les copains. Il y a forcément des affinités entre les joueurs, même si c'est un groupe, ils le répètent souvent. Forcément, il y en a qui s'entendent mieux dans la vie. Voilà, le plus important, c'est qu'ils s'entendent bien sur le terrain. On l'a vu sur les matchs de préparation. Là, vous voyez Laurent Koscielny, Karim Benzema. Alors, ils sont tous avec leur téléphone portable. Ils immortalisent l'instant. Évidemment, c'est important. Une Coupe du Monde au Brésil, ça sera la seule, certainement pour eux, évidemment. Karim Benzema qui va disputer sa première. Là, il est 17h40. Hein. C'est ça, 17h40, moins 5. Moins, ouais, 5h en 6h moins 20. Il fait déjà presque nuit, hein, 6h moins 20. C'est les tropiques. C'est les tropiques. Hein. Et la nuit tombe comme un coup de hache. Sébastien Lapac, spécialiste du Brésil. Voilà donc là, le bus des Bleus. Images en direct qu'on vit ensemble, ensemble sur iTélé. En plus, on est en automne au Brésil, bientôt en hiver. Donc la Coupe du Monde va commencer en automne et se terminera en hiver puisque nous sommes dans l'hémisphère sud. Ça explique que le jour soit un peu plus court qu'en été. Même si, alors d'après nos envoyés spéciaux qui sont sur place à Ribeirão Preto, notamment Julien Pasquet qui les attend là-bas dans leur camp de base, il fait très chaud. Il fait plus de 30 degrés l'après-midi. On a vu Julien tout l'après-midi nous parler de tout ça au camp de base des Bleus. On va revoir l'image. Voilà, il faut voir l'image là. Hein. Il faut voir l'image à l'écran. Voilà. Avec donc le départ, on l'a dit, vous l'avez dit Romain, le prochain vol qui va être assez court, hein, c'est 300 km entre Sao Paulo et Ribeirão Preto, qu'il va y avoir certainement un petit peu d'attente parce qu'on les attend à 1h du matin heure française, alors que le vol, hein, ça va durer 40 minutes, 50 minutes à peu près. On peut leur souhaiter de ne pas découvrir que très souvent voyager au Brésil peut se révéler un véritable chemin de croix avec des avions qui ne décollent pas, des avions qui sont décalés. Ce qui explique les manifestations. Ce qui explique les manifestations dont on va parler dès que le bus sera parti. Les bus, il y a 2 bus. Voilà, nous sommes en direct de cet aéroport de São Paulo. Ils vont passer de l'aéroport international à l'aéroport national. Ils vont prendre un plus petit avion pour aller dans leur camp de base de Ribeirão Preto. Voilà, image en direct, aéroport de São Paulo, première étape du voyage des Bleus vers leur camp de base. Merci François Pinet pour nous avoir fait vivre ces images. Avec plaisir, c'est un plaisir. En direct sur iTélé, on vous retrouve évidemment à 23h15 pour le journal des sports. Sur ce plateau, avec nous, Sébastien Lapac, auteur de La théorie de Rio de Janeiro, spécialiste évidemment du Brésil. Et puis également Charles-Henri Chenu, avocat, spécialiste également de ce pays qu'est le Brésil. Pourquoi êtes-vous sur ce plateau ce soir? Parce qu'il y a des soucis au Brésil à J-3 de la Coupe du Monde de foot. Il y a de grosses grèves à São Paulo, à Sao Paulo, grève dans les métros, dans les transports en commun. Il y a donc d'énormes embouteillages. Qu'est-ce qui est en train de se passer au Brésil? Je vous pose la question à tous les deux. C'est une vraie révolte ou certains profitent simplement du moment pour faire pression sur le gouvernement? Ça c'est parce que la pression sur le gouvernement des policiers à Brasilia la semaine dernière ou des gens du métro à São Paulo depuis quelques jours, c'est ce qui s'est greffé au dernier moment. Mais c'est quand même quelque chose, un mouvement qui s'est initié il y a déjà 1 an lors de la Coupe des Confédérations. On se souvient qu'il y avait eu des manifestations très importantes dans tout le pays, dans plus de 400 villes du pays. Hein. Ce n'est pas uniquement les grandes villes, les 12 grandes villes dans lesquelles se déroulera la Coupe du Monde de football. C'était des manifestations qui, de cette ampleur, ne s'étaient pas vues depuis les années 83-84, au moment de la contestation de la dictature militaire qui avait pris fin en 1985 avec l'organisation d'élections libres. Donc c'est une nouvelle génération. Il y a une génération politisée par la lutte contre la dictature militaire. Quand on voit... alors, pas les ouvriers de São Paulo, mais les jeunes gens qui manifestent, ce sont pour beaucoup d'entre eux des gens qui ont moins de 30 ans, donc qui n'ont pas connu la dictature militaire. Et donc, c'est une nouvelle forme de politisation, on en parlait tout à l'heure, très marquée par Facebook, c'est-à-dire des mouvements très informels, comme on l'a vu d'ailleurs partout dans le monde. C'est-à-dire c'est des mobilisations sur Facebook qui peuvent ramener tout d'un coup Avenida Paulista, São Paulo, 5000 personnes, comme on l'a vu l'année dernière au mois de juin, 1 million de personnes. C'est totalement imprévisible. Charles-Henri Chenu, pourquoi ces révoltes alors que le Brésil connaît une croissance importante? Le pays est en développement. Parce que je crois On a du mal à comprendre. Oui, je crois que Dilma Rousseff est arrivée... La présidente est arrivée au bout d'un process politique
où le populisme de base de distribuer du pain, on en parlait de manière un peu caricaturale, a permis à une certaine frange de la population d'accéder de manière relative à une richesse. Et cette même frange de la population, on a parlé beaucoup de cette classe C des consommateurs qui consomment non plus pour survivre, mais pour se faire plaisir ou vivre, est aujourd'hui... Le développement de la classe moyenne. Voilà, est aujourd'hui en phase de revendiquer. Alors qu'avant, la première préoccupation était de chercher à se nourrir. Là, on revendique des droits fondamentaux. Alors pour répondre et rebondir sur les propos de Sébastien, c'est qu'effectivement, ce mouvement s'est amorcé depuis la Coupe des Confédérations. Il y a un phénomène structurel et conjoncturel. Conjoncturel parce que les Brésiliens ont bien compris qu'il faut saisir les caméras du monde entier pour revendiquer. Ils ont là une tribune absolument fabuleuse, une caisse de résonance énorme. N'oubliez pas que dans 2 mois, il y a l'élection des gouverneurs, mais aussi surtout du prochain président de la République. Donc c'est une manière de revendiquer. Ça, c'est le conjoncturel. Et puis d'un point de vue structurel pur, la revendication est extrêmement légitime. C'est-à-dire qu'on ne revendique pas de manière épidermique pour avoir une augmentation de salaire, comme on a pu le dire d'ailleurs pour la police fédérale, qui a eu une augmentation de salaire de 16%, qui a saisi l'occasion. On revendique pour plus d'écoles, pour plus d'infrastructures, pour une meilleure santé. Donc le mouvement est de fond et va perdurer. Oui, et on va voir si le mondial est en danger. On se retrouve dans quelques instants, 22h46. Restez avec nous sur iTélé. A tout de suite.